Quelle est la différence entre la loi et la justice? Monsieur veut tuer sa femme. Il veut la tuer. Ne nous aventurons pas dans l'exploration du labyrinthe des raisons pour lesquelles il veut la tuer. Parce qu'elle le trompe, parce qu'elle l'empêche de vivre, qu'il étouffe, parce qu'elle est gentille. Trop gentille. Affreusement gentille. Parce qu'elle est plus intelligente que lui. Et ça le dérange. Et comme il n'y a plus de mots, il veut la tuer, il a sans doute ses raisons. Il y pense depuis un bon moment, mais il n'est pas passé à l'acte pour l'instant car il a peur de finir en prison. Alors pour ne pas passer le restant de ses jours dans une cellule, il décide d'emprisonner ses pulsions. Chacun choisit sa cage. La peur de la sanction fait de nous des gens tellement bien. Ah, là voilà, regardez les pupilles de Messier, regardez, regardez. La petite lueur, je l'attendais, elle a surgi, et la lueur qui nous guide et qui nous protège, le phare repère dans la nuit, l'ombre sœur que nous appelons conscience. Monsieur a raison de s'indigner. Ce n'est pas la peur de la prison qui le freine, non, sa morale est bien forgée, tel un ruisseau, elle apporte son eau pure au grand fleuve de la morale collective, et dans un dialogue de valeurs, individus et communautés se nourrissent réciproquement. Quelle merveille! Madame, heureusement pour vous, monsieur a une conscience. Mais, quelle est la résistance de ce filtre aux paramètres ô combien capricieux selon l'individu? Si j'étais vous, madame, je me méfierais quand même un tantinet, car la morale de monsieur pourrait se voir terriblement affaiblie par les ambiguïtés, les concessions auxquelles la loi nous invite. Je m'explique. Monsieur, vous êtes français, vous êtes italien. Si vous êtes français, ne la tuez pas. Si, manque de bol, madame, vous répondez aux lois pénales de notre cher pays voisin, eh bien, vous pouvez tuer votre femme sans écoper d'un seul jour de prison. Comment tuer sa femme et ne pas aller en prison? Tout d'abord, il faut avoir une femme. Deuxièmement, il faut la tuer, mais pas n'importe comment. Monsieur, avant de la tuer, vous devez la ligoter, la torturer pendant plusieurs jours en faisant preuve d'une grande perversion. Ensuite, vous l'achevez au couteau, mais il faut y aller, hein. Une bonne trentaine de coups. Un peu comme Jules César, lui c'était 23, 24, je ne sais plus. Mais bon, on s'est compris, l'important, c'est que cela soit la preuve indiscutable d'une violence inouïe. Pourquoi? Pour ne pas être soupçonné un seul instant d'avoir commis ce meurtre pour entrer en possession des biens de votre chère conjointe. À ce propos, toujours dans ce but, vous signerez un chèque de dédommagement moral et matériel que vous adresserez à la famille de madame. Ne soyez pas radin. Pas d'économie là-dessus. D'ailleurs, ce chèque correspond en gros à la totalité de la pension alimentaire si vous aviez opté pour le divorce. Donc, votre acharnement permet d'introduire la formule de la cruauté sur la personne, prévue par l'article 61.4 du Code de procédure pénale, qui vous protégera de ce soupçon. Inutile de rappeler que tout cela est également valable pour les dames qui souhaitent se débarrasser de leur mari. Dans ce cas très cher, permettez-moi une courte réflexion et un humble conseil. Parmi les femmes meurtrières, le pourcentage d'empoisonneuses est toujours plus élevé que celui des déchiqueteuses à la hache. Bon, cela est compréhensible, la force physique étant un élément majeur dans le choix de la technique. J'ajouterai aussi une recherche d'élégance, une touche de finesse, même et surtout dans ce geste extrême, aux charmantes vertus féminines. Le conseil. Mesdames, renoncez immédiatement à la sobriété de l'empoisonnement. Faites appel à vos instincts les plus primitifs, les plus barbares, les plus grossiers, les plus masculins. Un couteau, c'est le minimum requis. Allez-y, je reprends. Monsieur, quand vous aurez vérifié que votre femme est toute raide, morte pour de vrai, vous courez à la gendarmerie la plus proche. Vous déclarez que votre femme est décédée, que vous l'avez tuée personnellement, que son cadavre se trouve
avec l'arme du crime et les outils pour la torture, à telle adresse, numéro, rue, étage. Soyez très précis. Que vous avez fermé la porte à clé pour éviter à quiconque de contaminer la scène de crime. Et que vous donnez illico et immédiaté cette clé aux gendarmes. Le fait de vous présenter et d'avouer vous donne droit à la réduction d'un tiers de la peine. Allez-y avec votre avocat et faites votre déclaration en sa présence. Faute de quoi, elle n'aura aucune valeur au moment du procès. Dans vos aveux, n'oubliez pas de préciser toute la liste des choses affreuses que madame a été capable de vous dire, de vous faire, les humiliations qu'elle vous a infligées. Tout cela, bien évidemment, est faux. Madame était un ange, on le sait. Mais les morts ne parlent pas, et cette petite invention vous donnera droit à la réduction d'un autre tiers de la peine. Madame de là-haut vous pardonnera. Les gendarmes, les policiers se rendent sur les lieux et ils constatent que tout ce qu'ils découvrent correspond en tout point à vos déclarations. Mais vous ne serez pas en état d'arrestation. Car y a-t-il risque de contamination probatoire? Monsieur s'est présenté à avouer, vous a donné la clé de la scène de crime, article 274.1, lettre A du Code pénal, aucun risque de contamination des preuves. Y a-t-il danger de fuite? Messieurs se présentaient tout seul de façon spontanée à la police. 274.1, lettre B, pas de danger de fuite. Y a-t-il risque de réitération du crime? Monsieur est veuf, il ne peut pas tuer madame une deuxième fois. 274.1, lettre C, aucune réitération. L'enquête est très rapide. On a le cadavre, l'arme du crime et l'assassin avoué. On passe au procès. Articles 575, 76 et 77 du Code pénal, la peine prévue pour le meurtre est la prison à vie. Mais en cas de circonstances atténuantes, comme c'est le cas pour monsieur, on passe à une peine comprise entre 21 et 24 ans. Le juge ne donne jamais le maximum de la peine, même sur les menaces avec un flingue. De plus, monsieur, vous allez demander la procédure abrégée. Hein? Votre casier judiciaire est vierge. Eh bien, vous demandez la procédure abrégée, vous donnera droit à la réduction d'un tiers supplémentaire de la peine. Donc, en résumant, 21 ans de prison, moins un tiers, il a dû réagir aux provocations incessantes de madame. 14 ans. Moins un tiers, le gros chèque à la famille de madame. 9 ans et 3 mois. Moins un tiers, il s'est rendu tout seul à la police. 6 ans et 2 mois. Moins un tiers, procédure abrégée. 4 ans et 1 mois. Moins un tiers, circonstances atténuantes génériques. On ne sait pas pourquoi on les donne, mais on les donne toujours. D'ailleurs, elles sont génériques. 2 ans et 7 mois. On est passé de la prison à vie à 2 ans et 7 mois. C'est pas mal du tout. Et ce n'est pas fini. Pour les peines inférieures à 3 ans, un programme de réinsertion sociale est prévu. Association, SOS Femmes Battues, par exemple. Cela en cas de repentance de l'accusé. Monsieur, êtes-vous repenti? Il ne sait pas encore, mais je pense qu'il va se repentir. Il se repentisse très vite, oui. Et il rentre chez lui, voilà. Toute cette tortueuse, exténuante procédure pénale en cas de meurtre est pourtant plus rapide que la procédure civile en cas de divorce. C'est une incitation criminogène à opter pour la suppression de sa bien-aimée. Ah, autre détail non négligeable pour les assassins catholiques pratiquants. Dès le lendemain du meurtre, monsieur peut se rendre à l'église et recevoir le sacrement de la communion. En cas de divorce, non. Ce film où le personnage appelait toujours sa femme Wendy. Shiny. Wendy, darling. I'm home. I'm home. Stanley Kubrick. Très beau film, hein? Grand réalisateur. Est-ce que Stanley Kubrick était marié? Parce que mon père était notaire.
devais respecter la tradition familiale, reprendre son étude qui m'aurait assuré un futur aisé, respectable, fac de droit. Mais j'aurais pu choisir une autre faculté. J'y ai pensé d'ailleurs. Architecture, tiens, ça avait l'air intéressant. Pourquoi pas? Mais non. Droit. À l'université, une image revenait sans cesse, l'image de moi, derrière le bureau de mon père, assis dans son fauteuil. Ces mêmes gestes, ces mêmes phrases ou presque. Papa, tu sais, je ne sais pas si je serai notaire. Quoi? Mais t'es complètement fou! Non, mais c'est parce que, c'est pas, je pourrais être juge. Oui, juge, comme tonton, comme, c'est vrai, j'ai gagnerai moins d'argent, mais c'est aussi un futur assuré, respectable, juge, pourquoi pas. 260 nouveaux magistrats, tout près de doctorat, lauréats du concours. Ce matin, ils connaîtront leur première destination. Le nom de la ville qui les attend résonnera dans le grand amphi de la faculté, connu pour ses fresques et ses tableaux tendus. Excités, les 260 n'arrêtent pas de faire des calculs, des hypothèses sur les villes qu'ils pourront choisir ou qu'ils seront obligés d'accepter en fonction de leur position dans le classement. Moi, je vais au café. Je suis le dernier. Je prendrai la dernière vie qui reste et c'est tout. Je n'aurai pas à choisir, tant mieux. J'irai où les 259 autres refusent d'aller. Pourquoi pas? Ah, c'est mon tour. La commission m'attend pour faire mes boutiques et aller au resto. La salle s'est vidée. Seuls les personnages des fresques et des tableaux assistent à ma longue traversée. Il y a un problème. Excusez-moi, il y a un problème. Il y a une erreur. Moi, je suis un. Et il y a deux villes. Je veux dire, il ne reste pas qu'une ville, il y en a deux. Un des lauréats du concours ne s'est pas présenté. Et maintenant, je dois choisir? Non, mais Nicosie ou Locry? Nicosie, Locry, mais c'est où Nicosie? C'est quoi? Je ne sais pas, moi. Locry. Il n'y a pas la mer à Locry. Il y a la mer à Locry. Il y a la... Locry. Je choisis Locry. Un lieu vaut l'autre. Allô? Allô, bonjour. Oui, c'est moi. Oui, je viens d'arriver. Ah, merci. Ça doit être la place principale, parce qu'il y a l'église, il y a... Oui, il y a une terrasse de café, oui. Ah, attendez. Il y a les rideaux là. Café de la place, oui. Alors maintenant, vous buvez votre café, vous vous levez, vous réglez. Surtout, vous ne parlez à personne. Et vous vous éloignez très discrètement. Faites comme je vous dis. Je vous attends au palais de justice. Combien je vous dois? C'est offert par la maison, monsieur le juge. Premier jour de travail. Je n'ai pas eu le temps de chercher une chambre. Je n'ai pas vu le procureur. Je ne sais pas où est mon bureau. Je ne sais même pas où poser mes affaires, mon sac. Vite, monsieur le juge, vite! Un double meurtre dans les environs du village de Malivindi. Les agents sont déjà dans la voiture, ils vous attendent pour les constatations. 40 minutes de route. 40 minutes qui me permettront de réviser le cours technique d'enquête et enquête technique en cas de meurtre. Point numéro 1. Point numéro 1. Adopter une attitude déterminée en faisant preuve de grande autorité. Est-ce qu'on peut rouler un peu moins vite, s'il vous plaît? Merci. Numéro 2. Délimiter, isoler avec soin la scène de crime. Numéro 3. Vérification technique de la police scientifique. Numéro 4. Recueil de témoignages. Audition des familles des victimes. Numéro 5. Interception environnementale. Écoute téléphonique. Numéro 6. J'arrive. Il y a plein de monde. Des curieux, des amis, des parents qui hurlent, des gendarmes, des policiers qui courent dans tous les sens.
Le meurtre a eu lieu à 9 heures, il est 15 heures. Cela signifie que depuis 6 heures, tous les indices éventuels sont complètement effacés par ces centaines et ces milliers de pas. Le point numéro 2 est désormais complètement inutile, mais il faut le faire quand même. Délimiter immédiatement les lieux. Et la police scientifique est déjà là, vous les avez contactés? Mais monsieur le juge, ici, il n'y a pas de police scientifique. Ah bon? Et alors? Alors on se débrouille, on s'en charge. Eh bien, je ne sais plus quoi faire. Aucune idée, je commence à marcher, à errer comme tous les autres. Il y a des morceaux de chair humaine, du sang partout. J'observe les 2 cadavres au sol et je me pose une question. Pourquoi la section de police scientifique la plus performante du pays se trouve-t-elle à Parme? Une jolie petite ville de province dans le nord. On ne peut plus tranquille, alors qu'ici, où chaque jour quelqu'un se tire dessus, il n'y a rien. Le commandant me regarde. Il attend. Vous pouvez procéder aux opérations, je compte sur vous. Celui qui a écrit Technique d'enquête et enquête technique en cas de meurtre n'a jamais foutu les pieds en Calabre. On me confie 1000 dossiers, qui en très peu de temps deviennent plus de 3000. Plus 150 dossiers par mois, qui s'ajoutent aux 3000 procédures en souffrance. Je commence à avoir l'impression que tout ce travail, toutes ces tonnes de papier, ne servent à rien. Ce matin, autopsie. Circulaire du procureur. Il faut assister aux constatations du médecin légiste pour donner plus d'importance à son travail. Et c'est bien pour l'enquête. Le nombre de coups tirés, le type d'arme utilisée, la position des victimes, celle des assassins. Pour l'instant, j'attends dehors. Déjà ici, l'odeur est très, très désagréable. J'entends les cris, les pleurs des gens des 2 familles. Ils sont à l'intérieur, avec une fiche à remplir, à signer, que ma secrétaire a préparée pour eux. C'est le moment de l'identification des corps. Oui, c'est mon fils. Malgré l'effort qui a été sûrement accompli pour rassembler les restes des 2 cadavres, la vision doit être... Oui, c'est mon fils. Mais que se passe-t-il en ce moment dans le cœur de ces gens, à part la colère, bien sûr, et la douleur? Un sentiment de vengeance, qui appellera d'autres vengeances. Le sang des assassins deviendra sang de victimes. Des familles décimées en éternelle procession entre la mort, l'église, le cimetière. Oui, c'est mon fils. Oui, c'est mon frère. Oui, mon fils, oui. Je te reconnais. Et avec cette petite signature, je m'engage à te venger. Au nom d'une tragédie ancestrale, d'une loi immuable. Le médecin légiste est jeune, souriant. Il raconte, tranquillement. Sa voix me calme, me soigne. Mais l'odeur, ici, est vraiment insoutenable. Alors il sort un petit pot et remplit ma main d'une crème. Tenez, tenez, mettez-le sous votre nez. Ça vous aidera. C'est du Vicks. Du Vicks. Enfant, j'en mettais sur mon front et sous le nez. Et avec le mouvement circulaire de la main de ma mère qui l'étalait doucement sur ma poitrine, je m'endormais. Ça a l'air de marcher. Mais alors, pourquoi je n'arrive pas à regarder les 2 cadavres? Pourquoi je reste figé sur leurs pieds? Pourquoi ces autopsies? À quoi ça sert? On leur a tiré dans la tête, on connaît très bien la cause du décès. Pourquoi s'acharner inutilement sur ces 2 cadavres? Pourquoi ne pas les donner immédiatement aux familles pour qu'elles puissent les enterrer dignement? Pourquoi je suis là? Parce que tu n'es pas un spectateur. Parce que tu dois diriger une enquête. Parce que tu es juge. Tu l'as choisi.
Chers parents des deux victimes, vous avez décidé de me faire confiance pendant ces 18 mois d'une enquête délicate. Vous avez patiemment attendu que je détermine la vérité, que je punisse les responsables et que justice soit faite. J'ai échoué. Je n'ai aucun élément pour émettre un mandat d'arrestation contre ces personnes dont on connaît très bien l'identité et l'implication dans les faits, et qui en ce moment se trouvent tout près d'ici, au café. Aucune preuve contre eux. Le code à la main, je me vois contraint de classer ce dossier sans suite. Votre douleur ne sera pas apaisée. Justice ne sera pas faite. C'est ce que je devrais leur dire. Et le pire est que je commence à m'habituer. Je m'habitue au meurtre, au vic sous le nez. Je m'habitue à perdre. Le commandant de la caserne de San Luca, petit village paumé au milieu de nulle part dans la montagne, me demande de me rendre chez lui pour d'importantes communications. Bien, très bien. On est le 1er janvier, il est 8 h du matin, je suis de service. L'année commence décidément. Qu'est-ce que c'est du métal, c'est quoi ça? Je marche sur un tapis de douille, de plomb, de cartouches de tout calibre. Une étendue sans fin, dorée, chromée, qui brille sous le soleil du matin, tout autour de la caserne. Les fenêtres sont fermées, protégées par des plaques en bois, en fer, accrochées à la va-vite. Le commandant s'approche souriant. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ?»« Ah ben, monsieur le juge, hier, c'était le 31. » Et alors ? Ben, c'est la tradition. Chaque année, après minuit, ils arrivent en voiture de partout où ils tirent. Qui, ils ? Ben les gens, si vous saviez, c'est un carrousel sans fin. Alors nous, on se barricade et on attend. Vous attendez quoi? Ben, qu'ils aient terminé. Ben, vous savez, c'est leur façon de fêter le nouvel an. Nous, on n'aime pas qu'on tire sur notre lieu de travail. On est 4 ici, on peut rien faire. Alors, on se cache et quand c'est fini, on sort pour voir les dégâts. Ils se sont bien défoulés sur cette porte. Hein. Ils voulaient quoi, la défoncer? Ah, ça, récemment, on a installé cette porte blindée, alors tout le monde vient ici tirer quelques coups dessus, comme ça, pour voir si elle est vraiment blindée, si elle tient. Ils la testent, quoi. Ils s'amusent. Moi, je n'ai aucune envie de sourire. Ici, chaque année, on tire sur tous ceux qui représentent l'État. Chaque année, ces hommes sont humiliés, obligés de se cacher. Vous avez bien fait, très bien fait de m'appeler commandant. Il faut absolument trouver... Monsieur le juge, là, c'est pas pour ça que je vous ai appelé. Et là, il commence à raconter d'un homme violent, d'une famille. Au début, je n'arrive même pas à suivre. Je suis encore gêné par cette histoire du jour de l'an. Je n'ai jamais vu autant de douilles au sol. C'est incroyable. Non, merci, je préfère rester un peu debout, je regarde un peu par la fenêtre, mais continuez, je vous écoute. Et puis, son récit me capture. Sa voix, maintenant, a changé. Elle est troublée, émue. Dans une maison isolée, au-delà de ces montagnes, un homme vit avec sa femme et ses 7 enfants. Depuis des années, il frappe et viole systématiquement tous les membres de sa famille, filles et garçons. De ces violences, sa fille aînée a accouché d'une petite trisomique. Elle aussi, frappée et violée régulièrement. L'homme est armé et menace de mort ses enfants si jamais il parle. Monsieur le juge, j'ai réussi à approcher l'un des garçons. Au début, il ne voulait rien dire, il était terrifié, mais bon, vous savez, petit à petit, j'ai gagné sa confiance. Il m'a tout raconté, les violences sont quotidiennes maintenant, de plus en plus cruelles, surtout sur la petite. Tenez, je vous confie les notes, les éléments de l'enquête. Tenez, il faut, monsieur le juge, absolument l'arrêter. Oui, c'est affreux. C'est une histoire terrible. Oui, mais avec ça, je ne peux rien faire. Maintenant, il n'y a pas de preuves. Les éléments sont vagues, insuffisants. Je comprends bien, monsieur le juge, mais ces jeunes sont violés.
Depuis leur petite enfance, le garçon a des marques de coups de crosse partout sur le crâne. Je ne peux demander aucune mesure de détention préventive ni d'éloignement, vous le savez très bien. Il faut d'abord que les enfants de cet individu soient convoqués, qu'ils témoignent, qu'ils signent, et ensuite... Mais ils ne le feront jamais, messieurs le juge, jamais. Ils parleront seulement quand leur père sera arrêté. Article 384, pour émettre un ordre d'arrestation. Il faut qu'il y ait de graves indices de culpabilité et ou danger de fuite imminente. Pardonnez-moi, hein. Pardonnez-moi, mais là, nous sommes bien loin de ces conditions juridiques. Alors, s'il vous plaît. Alors, poursuivez d'abord l'enquête, et ensuite, on en repart. Il est où? Il est parti? Il s'est barré comme ça? Sans me dire au revoir? Sans m'accompagner à la voiture? Mais... Et moi, je rentre. Et bonne année! Bonne année. Non mais hein? J'ai fait le bon choix, Il faut appliquer le code. Il faut respecter la loi. De toute façon, on ne pouvait rien faire, rien. Les écoutes téléphoniques, bien sûr, ils n'ont pas de téléphone. Comment tu veux surveiller la maison? Il n'y a même pas un arbre tout autour, rien. Que des prés. Non, j'ai bien fait. C'était le bon choix, et maintenant, je vais me coucher. Ah non, c'est trop facile. Ce n'est pas comme ça. Non, maintenant, si les violences continuent, ce n'est pas la faute du juge. Bastianini, Ferraioli, Battaglia, Marianini, des grands maîtres du droit, des écrits lucides, inattaquables, irréfutables. Tiens, Bastianini, nous ne sommes pas des shérifs. Nous sommes des fonctionnaires de l'État qui doivent appliquer avec rigueur les lois. Donc, si j'ai fait le bon choix, pourquoi il est 6 heures du matin et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit? Et je traîne encore parmi ces livres. Et pourquoi j'ai toujours devant moi les yeux en larmes du commandant quand je lui dis que je ne peux rien faire? Et pourquoi l'éminent Bastianini ne me raconte pas que dans certains endroits, l'inceste, la violence, les troubles mentaux, l'alcoolisme des parents, des enfants sont des situations normales, répandues, connues et ignorées, sans aucun accompagnement de l'extérieur? Pourquoi? Parce que tout ça est épouvantable. Trop grand, trop compliqué pour que ça puisse tenir dans un livre. Allô? Allô, oui, commandant, c'est moi, oui. Oui, on va chercher cette fille. Oui, on va voir ce qu'on peut faire. Oui, je sais, merci. Ah ben oui, je risque la suspension. Ah, non, dans le meilleur des cas, je risque d'être déplacé. Oui, déplacé dans un endroit paumé. Mais comme je suis déjà dans un endroit bien paumé, exactement, pire que ça. La fille a trouvé le courage de parler. L'homme est en prison. Le cauchemar pour ces jeunes est terminé, mais il a laissé sur eux, en eux, des traces irréversibles. Salut! Ah oui, c'est fantastique aujourd'hui. Ah, il était temps. Vous aussi? Ah oui. Bien sûr, j'ai mon maillot, bien sûr. La station d'essence abandonnée, la petite plage qui est derrière. On se retrouve là-bas. À tout à l'heure. Wow, first memorable music experience. That's easily got to be the Union.
Mais qu'est-ce qu'il fait ce camion? Ben oui, mets-toi au milieu de la rue maintenant. Allez, dégage! Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bloqué, c'est inutile de klaxonner. C'est bloqué. On est dimanche. Qu'est-ce qu'il fait là, ce camion? Il n'a même pas le droit de circuler, alors... Ça va, hein, ça va. Allô? Allô, oui, c'est moi. Oui, c'est la nationale. Oui, non, pas la 25, non. Celle du littoral. Celle du, oui. Où il y a le pont. Peu après le pont, oui. Je vais bien. Faites vite. N'approchez pas, restez où vous êtes. J'ai les pieds dans une flaque de sang. Tout le monde me regarde. Je m'éloigne de la voiture. Je m'appuie à un muret. La police arrive. Je l'ai vu. Visage découvert, très bien vu, les yeux clairs, les cheveux longs, une chemise claire aussi, et l'autre aussi qui conduisait la moto, son casque lui aussi, veste en cuir marron, un peu de barbe, moto rouge, grosse cylindrée. Ça s'est passé il y a quelques minutes, ils peuvent encore les attraper. Non, à la caserne, on me montre plus de 1000 photos d'identification judiciaire, non. Non. Alors on dirait ces deux-là, mais ce n'est pas eux. Non. C'est pas facile, écoutez, non. Si ça se trouve, ils ne sont même pas dans ces fichiers, non. Ils étaient à visage découvert, alors. Non. Ils viennent peut-être d'ailleurs, non. Passons au portrait robot, parce que je m'en souviens tellement bien. Il était là, comme ça, je l'ai regardé tout droit dans les yeux, lui aussi, hein. Il m'a regardé, Je l'ai crié, face à tout le monde, que je saurais le reconnaître, celui qui a tiré et celui qui conduisait la moto. Je termine ma déposition, j'écris mon nom. Maintenant, je suis un témoin. Et j'ai peur. Je devrais peut-être demander au commandant de m'accompagner chez moi. Non, ça se fait pas, non, c'est ridicule, non. Non, je ne peux pas, non. Place des Martyrs, 3h du matin. Je rentre chez moi. Dans les rues, personne. Oui, j'ai peur, oui, j'ai la trouille, oui. Je ne suis pas un super-héros, non. Je suis pas immortel, moi, non. Je suis pas Achille, voilà, lui, oui. Il était fort et invincible, rue de la Victoire. Mais bon, Achille était le fils d'une divinité. Il partait avec un petit avantage, hein. Rue Caravage. Oui. Si j'étais au moins comme Ulysse, tiens, Ulysse, il était normal. Il était humain et il savait toujours comment s'en sortir. Oui, mais pourquoi, rue Michel-Ange? Parce que Athéna descendait et lui disait ce qu'il devait faire. Oui, Athéna, la déesse, oui. Elle lui donnait un petit coup de pouce, Square Verdi. Elle apparaissait sous forme de garçon, de berger. Oui, bon, mais c'est vrai aussi que quand Athéna apparaissait, Ulysse savait toujours la reconnaître. Hein, oui. Il savait lire les signes. Et à moi, tu ne m'apparais pas? Hein? Athéna! Mais pourquoi tu ne m'apparais pas? Tu m'envoies un signe, moi aussi, oui. Oui, là, maintenant. Ruelle de l'Orme. Tu descends et tu... Ruelle de l'Orme? Je me suis paumé.
rue Libero Grassi, mort héroïquement sous les coups de la mafia. Rue Antonino Cassara, sauvagement assassiné par la mafia. Rue Pierpaolo Borsellino, tombé sous les coups de la mafia. Rue Pier Santi Mattarella, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Rocco Chinnici, Giovanni Falcone, tombé sous les coups de la mafia, tombé sous les coups, tombé sous les coups, tombé. Et nous, est-ce que nous savons les lire, les signes? Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est. Pourquoi ils n'ont pas tiré? Pourquoi ils n'ont pas tiré? J'étais une cible parfaite. Immobile devant la porte, comme ça. Peut-être qu'ils attendent avant d'agir. Je ne suis pas assez dangereux pour eux. Qu'est-ce que je suis? J'ai mené 2 pauvres enquêtes. Je n'ai dérangé personne. J'ai déjà peur qu'on me descende. La mafia n'est pas pressée. Ce qui doit arriver, arrivera. Dans 2 jours, dans 2 ans, dans 10 ans. T'es à l'autre bout du monde, à une jolie terrasse de café, sous les palmiers. Et c'est là que ça se passe. T'as juste le temps de voir ton exécuteur un instant, une seconde. Et ça y est, tout revient, tout ressurgit, et t'es mort. Et la vaisselle, je la ferai demain parce que je suis crevé, je vais me coucher. Celle-ci était dans la cave. Cette nuit, elle dort avec moi. Ce matin, je n'irai pas directement au bureau. Bonjour. Un café bien serré, s'il vous plaît. Merci. Pourquoi ils ont tous arrêté de parler? Pourquoi ils me regardent tous comme ça? Tous silencieux. Tous complices. Andrangheta. Andragatos. Grec ancien. Homme valeureux. La mafia, c'est le contrôle du territoire, mais pour avoir le contrôle du territoire, il faut avoir le contrôle des personnes, de leur peur, de leur ignorance, de leur manque de futur. Ces personnes assises devant moi, depuis quand tout ça existe-t-il? Parce que ça ne peut pas avoir toujours existé. Contre qui est ce silence? Contre qui? Contre le pouvoir? Contre le roi? Contre les 1000 rois qui vous ont exploité au cours de siècles et qui vous ont réduit à la famine, à la misère? Mais ceux qui vous défendaient des rois, ceux qui vous protégeaient des injustices, aujourd'hui tuent vos frères, ils tuent vos enfants. Vous n'êtes pas complices. Vous êtes soumis. Ce silence est contre vous. Ce silence est votre tombeau. On vous tient par la peur. Vous ne dites rien. Vous gardez les volets fermés, vous tournez de l'autre côté. Vivre ici. Vivre comme ça. Esclave. Muet. Si j'étais vous, je ferais comme vous. Je ferais comme vous. Non, merci, je paye mon café. Merci. En considération des qualités dont vous avez su faire preuve, notamment dans les enquêtes sur la mafia, suite à la brillante gestion des dossiers numéros, vous serez intégré dans la section pénale du tribunal de Palerme. Et ce, à partir de... Veuillez agréer, messieurs. Et moi qui voulais demander la mutation du pénal au civil. Voilà. Merci, hein.
Merci pour les signes. Voilà. À Palerme. Dans ce tribunal, nous avons 4 sections et 36 juges. Ici, chaque année, ont lieu 30 000 procès. Dommage que chaque année, nous n'arrivions pas à en traiter... Dommage que chaque année... Nous n'arrivions pas à en traiter au-delà de 7 000, grosso modo 25%. Et c'est très grave, parce que au moment du verdict, pour tous ces délits, il y aura prescription. Des tonnes et des tonnes de papier pour des procès dont le verdict ne sera jamais appliqué. Mais dans ces tonnes de papier, il y a bien des noms d'accusés, de témoins, de victimes, des vraies personnes, des vraies histoires. Et tout le monde s'en fiche. S'il vous plaît, où sont les autres dossiers pour l'audience de ce matin? Non, je ne les descends pas tout de suite. Apportez-les-moi ici, je dois d'abord les vérifier, merci. Ah, attendez, je réitère la question déjà formulée hier et avant-hier. Est-il possible d'avoir une cartouche noire dans le meilleur délai, s'il vous plaît? Merci. Mademoiselle? Oui, je m'apprête à aller à l'audience, mais attendez, je vous ai envoyé 2 fichiers. Vous les faites imprimer au 3e étage et vous les apportez. Mais parce que ici il ne marche rien qui fonctionne. Oui. Non, mais alors, faites ce que vous êtes en train de faire si c'est très urgent. J'irai les chercher moi-même au 3e étage, d'accord? Attendez, mettez-moi de côté 2 ramettes de papier, s'il vous plaît, parce que celle que j'ai apportée de chez moi, elle a déjà disparu. Elle a disparu, la ramette, ce matin. Allô? Oui, je vous rappelle, merci. Est-ce qu'on peut fermer la fenêtre? On s'entend pas ici, merci. Allô? Oui? Oui, je vous écoute, oui. Eh bien, si les toilettes sont inondées, vous appelez un plombier, parce que moi... non, vous pouvez répéter? Non, l'autre phrase, la dernière. Le système d'enregistrement ne marche pas. Quelqu'un a trafiqué les micros à la veille de cette audience, c'est incroyable, hein, quelle coïncidence. Non, mais... les micros. Mais comment on peut transcrire les déclarations des témoins si on ne les enregistre pas? Hein? Non, je ne reporterai pas cette audience. Non, je ne reporterai pas cette audience, même si je dois transcrire à la main, l'une après l'autre, toutes les déclarations des témoins, d'accord? Exactement, ne désespérons pas. Bravo. Alors, il nous reste un peu de temps. Appelez un électricien et voulons... si cela ne rentre pas dans vos attributions, je le ferai, merci. Officier judiciaire, appelez en toute urgence le co-signataire, le bureau du co-signataire, qui envoie tout de suite un électricien au rez-de-chaussée. Merci. Allô? Salut, comment vas-tu? Non, tout va bien, oui. Et toi? Oui, c'est la routine ici. Oui. À propos, comment s'est terminée cette affaire? Je suis très content pour toi. Très content. Et ça leur apprendra. Exactement. Non, je ne peux pas là. Maintenant, j'ai une audience, je ne peux pas venir. Attends, parce qu'il y a l'électricien peut-être. Moi, je te raconterai. À tout à l'heure, tiens. Et alors, tout est résolu, l'électricien... Comment ça, il arrive à 13h? Il est 9h. Mais la salle est pleine, tout le monde attend en bas. Mais le co-signataire peut dire ce qu'il veut. Mais je ne peux pas reporter cette audience à 13h. Écoutez, moi, j'enchaîne dans l'après-midi avec 10 autres procès. Alors, s'il vous plaît. C'est impossible. Allô? Mademoiselle, excusez-moi. Oui, si les copies, je vais les chercher. Non, mais attendez, parce qu'il y a un problème. Alors, je vous explique. Quelqu'un a trafiqué les micros de la salle d'audience, et on ne veut... Vous le saviez déjà? Ah bon? Mais non, très bien. Exactement, non, je ne le rapporte pas, cette audience. Non. Pour des connecteurs qui décollent. Mais je veux le nom de l'entreprise qui a inondé les toilettes et saboté les micros hier, d'accord? Mais non, attendez, d'abord, vous appelez l'entreprise qui a installé et fourni les micros, qu'ils viennent tout de suite pour les réparer. Comment ça, ils sont à Trévise? Mademoiselle, Palerme-Trévise, ça fait 1500 km. Non, mais j'ai compris, c'est une longue histoire, oui. Bon, appelez quand même cette entreprise.
Oui, Phonorec, voilà, Phonorec Trévise. Oui, par téléphone, qui nous explique un peu comment faire fonctionner ce foutu truc. Parce que... Ah, vous êtes en train de le faire? Bravo. Oui, bravo. Hein. Oui, oui, j'attends. J'attends. Quoi? Je ne peux pas. Mais non, mais dites qu'il y a un problème technique à régler et que je descends tout de suite, d'accord? Allô? Le répondeur... Mais non, 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 ne laissez pas de message. Mais s'il y a un numéro de portable, appelez le numéro de portable. Ah, vous êtes en train de le faire. Bravo. Non, non, bravo. Merci. Oui, oui. Mais insistez, insistez. Harcelez-les, bombardez-les. Non, mais je parlerai directement avec eux, d'accord? Vous me passerez la communication. Merci. Allô? Maître, comment allez-vous? Oui, oui, je descends tout de suite. Non, mais il y a un tout petit problème technique à régler que vous le saviez déjà. Oui, vous aussi, très bien. Oui, non, non. Les micros, oui. Devant quoi? Vous êtes devant le panneau? Mais vous vous y connaissez? Ah ben non, tout le monde sait que vous êtes un grand bricoleur, maître. Oui, oui, mais vous savez, ce sont des choses délicates. Hein. Je ne voudrais jamais que... Ah ben non, absolument pas. Ah, surtout pas, je ne voulais pas. Ah, non, non. Alors, écoutez, si vous en êtes sûr, maître, allez-y. Maître, vous êtes toujours là? La dernière chose que vous avez touchée, remettez-la comme elle était. Maintenant, tout de suite. Bon, restez là, ne bougez pas, hein, et ne touchez à rien, touchez à rien. Allô? Ah, Phonorec, Phonorec. Ah, c'est très aimable, merci. Elle vous a déjà dit, très bien. Oui, je passe l'information. Je vous écoute. Très bien, attendez s'il vous plaît, merci. Maître, le connecteur vert, vous le mettez dans la prise numéro 2. Non mais allez-y, allez-y, il ne se passe rien. Ouais, ça va pas péter, j'en prends la responsabilité, allez. Très bien, bravo, attendez s'il vous plaît. Allô, ça y est, ensuite. Très bien, attendez s'il vous plaît. Allô, maître, le bleu dans la 13. Pas 16, 13, comment ça, il n'y a pas de bleu? Mais il doit y avoir un bleu. Attendez s'il vous plaît, allô? On me dit qu'il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas de bleu, non. D'accord, attendez s'il vous plaît. Maître, mais vous en êtes sûr? Oui. Allô? Il en est sûr. Oui. Allô, maître, laissez tomber le bleu, qui n'est pas là. Le rouge. Le connecteur rouge, vous le prenez, vous le mettez dans la... Non, pas marron, rouge. Mais il doit y avoir un rouge. Il doit y avoir un rouge, maître. Mais c'est peut-être le marron qui était rouge, qui s'est délavé, qui est... Attendez, s'il vous plaît, attendez. Allô? On me dit qu'il n'y a pas de rouge. Ah non, il y a un marron. Non, pas jaune, marron. Attendez, s'il vous plaît. Maître, ce n'est pas jaune, n'est-ce pas? Oui, vérifiez. Ah, attendez. Allô? Non, ce n'est pas jaune, c'est bien marron. Mais il y a un jaune à côté, effectivement, qui... Ah, mince, attendez. Maître, le jaune... Non, ne le touchez pas. Jamais, oubliez-le. Posez-le. Oui. Voilà, attendez, s'il vous plaît. Allô? Un blanc. Maître, il y a un blanc. Allô, pas de blanc. Violet, maître, violet. Noir, vert, clair, rose, ancien, orange, pâle, avec des spirales, sans nœuds, avec des rayures, rose avec des spirales et rayures. Mais si je vous laissais parler directement entre vous, ce serait peut-être mieux. Deux connecteurs cassés. Que voulez-vous que ce soit? Mais si ce matin je reporte cette audience, dans 6 mois, pour ce délit, il y aura prescription. Les coupables rentreront chez eux tranquillement, comme si de rien n'était. Il existe tellement de façons de saboter la justice, si vous saviez. Regardez. Vous la voyez, la fenêtre, là-haut? La vitre cassée? Une demi-heure, on la remplace. Eh bien non, elle est comme ça depuis 6 ans. Faute de budget, on nous dit. Mais ce n'est pas vrai. Mais non, c'est une question de principe. Un édifice avec une vitre cassée, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'abandon, le délaissement. Quelqu'un passe, il voit la vitre cassée, il dit oh, bah, c'est abandonné, il ramasse un caillou et casse une autre vitre. Et ainsi de suite. Et bientôt, tout sera cassé, saccagé.
Ceci est un palais de justice. Ceci est un palais de justice. Quelle image donnons-nous aux citoyens? L'image d'une justice cassée, abandonnée, saccagée. Voilà pourquoi cette vitre restera comme ça encore pendant des années et des années. Pour des raisons jusque-là entourées du plus grand mystère, l'administration centrale refuse de nous doter d'un nouveau ventilateur. Allô, où on en est? Ah, merci, merci infiniment, merci, merci. Maître, vous êtes notre sauveur, oui, oui, merci. Oui, 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 vous pouvez dire que... Exactement, je descends illico et immédiaté. Et on va la faire, cette fichue audience. La différence entre l'être humain et les autres animaux, c'est que l'être humain a toujours besoin d'établir ce qui est juste et ce qui est injuste. Qu'une situation soit juste ou injuste, tôt ou tard, nous concerne. Nous ne pouvons pas continuer à affirmer que nous sommes indifférents. Bonne conscience, ça veut dire quoi, avoir bonne conscience? Pour la plupart des gens, cela signifie respecter les règles. J'observe la règle, donc j'ai bonne conscience. J'obéis, donc je suis. Et si cela ne suffisait pas, s'il fallait comprendre que nous sommes sains, que le palais reste debout, seulement si nous nous y mettons tous ensemble comme sur une chaîne. Et même ça ne suffit pas, car la justice n'est pas dans les tribunaux. Non, non, elle commence plus tôt. Elle commence à chaque instant de la vie de chacun des 6 milliards d'individus que nous sommes. Je voudrais ne jamais arrêter quelqu'un, ne jamais soupçonner personne. Un juge au chômage. Un monde sans juge, pourquoi pas? Un monde sans clé. Tu peux laisser la porte ouverte parce que personne n'aura besoin de te voler. Un monde où chacun paye ses impôts comme il peut, quand il peut, sans contrôle. C'est lui qui décide. Oui. Mais il paye. Et non, mon cher, ça s'appelle anarchie. C'est la chose la plus difficile au monde. Et ce n'est pas une utopie. Non, cinglé peut-être, mais pas ridicule, parce que si on rêve, autant rêver un grand. Hein? J'y crois, bien sûr que j'y crois. J'arrête pas d'y croire. Tu sais, il n'y a pas que les virus qui se transmettent. La beauté aussi est contagieuse. J'ai des horaires inconcevables, voyez-vous. Je suis toujours en déplacement pour mon travail. Le soir, quand je rentre du palais de justice, je n'ai qu'une envie, dormir. Je mène une vie de chien. Je vis sous escorte depuis 35 ans. Pour ma femme et pour mes enfants, je suis devenu un étranger. Notre travail se fait au détriment de notre vie de famille. Renoncez complètement à votre vie privée. Oubliez-la. Voilà ce que m'a dit hier soir au dîner le président du palais de justice. Et il a raison. Tout est vrai. Voilà pourquoi, tous les mardis de 18h à 20h, moi, je joue au squash. Il faut bien survivre.
Alors, cet individu, ce monsieur Giglio, a été interpellé à l'aéroport. Il était en possession d'une mallette contenant 600 000 euros. Taisez-vous, je n'ai pas terminé. Nous savons que ce monsieur Giglio avait rendez-vous avec vous peu après pour le déjeuner. D'où j'ai eu cette information, ça me regarde. Non, maître, non. Je ne suis pas tenu de dévoiler les sources des informations à vos clients, non. Vous plaiderez au moment du procès, merci. Donc, vous confirmez ne jamais avoir rencontré ce monsieur Giglio. Vous en êtes sûr? Bien. Je veux qu'on parle des pelleteuses. Oui, les pelleteuses brûlées sur le nouveau chantier sur le littoral. Un accident? 3 pelleteuses cramées en 1 mois sur le même chantier, un accident. Ils n'ont vraiment pas de bol sur ces chantiers. Hein. Ou alors ils ne payent pas assez. Non, ah non, attendez. Ma voiture, ce n'était pas un accident. C'était un attentat. Appelons un chat un chat. Bien sûr. Je peux même vous dire comment la drogue arrive, oui. Elle arrive, entre autres, cachée dans des oranges, qui ont été préalablement vidées, remplies de cocaïne et ensuite soigneusement refermées. Non, attendez, non. Vous n'êtes pas une victime dans cette affaire, non, vous êtes là parce que... Non, maître, non. Ne jouez pas à ça. Pas vous. Mais l'attentat contre lui, c'était une farce, allez, tout le monde le sait. Mais si vous voulez vraiment le descendre, il serait déjà 6 pieds sous terre. Mais vous croyez que... Il fait de l'esprit. Dites ce que vous voulez, mais souvenez-vous que cet interrogatoire sera pour vous un vrai calvaire. Parce qu'à partir de maintenant, j'essaierai à tout prix de vous faire tomber dans la contradiction. Et vous tomberez. Dans 2 jours, dans 2 ans, dans 10 ans. Mais vous tomberez, soyez-en certains. Vous voulez un verre d'eau? Apportez un verre d'eau à messieurs. Oui, oh. Le pauvre. Votre frère, mais votre frère a joué un rôle fondamental dans l'enlèvement. Mais oui, en tout cas, il se porte bien en prison. Très bien. Les 2 caisses de champagne que nous avons séquestrées il y a 1 semaine, elles étaient bien pour votre frère. Eh oui, maître. Oui, c'était moi qui ai signé l'ordre de séquestration. Donc, oui, c'est moi le méchant. Oui, il a raison. Mais laissons-les en paix, en tôle. Hein? Avec les filles, la coke, tout le reste. Les portes des cellules ouvertes. Les réunions entre boss. Hein? Les avocats qui vous servent de facteurs. Hein? Oui, j'ai bien dit facteur, maître, oui. Je sais parfaitement ce que je peux demander ou ne pas demander à votre client. Donc, s'il vous plaît, si votre frère est si gentil garçon que vous le dites, demain matin, nous irons tous les 3 en prison pour une belle conversation amiable. Il va nous dire tout ce qu'il sait à propos de l'enlèvement et aussi 2 ou 3 autres petites choses qui m'intéressent beaucoup. Avec une coupe de champagne, bien sûr, maître, mais quelle bonne idée. Vous pouvez préciser? J'ai bien entendu, vous avez dit corruption générale. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Que nous sommes tous corrompus? Tous les juges? Puis moi? Moi, je suis corrompu, bien sûr. Maître, j'aurais empoché 100 000 euros. Quelle déception. Un peu d'ambition, quand même. Ah ben, pourquoi pas 1 million? Allez, 2 millions, hein, tous corrompus. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez porter plainte. Oui, s'il vous plaît, monsieur porte plainte contre moi pour corruption. Et on va voir. Vous savez ce que vous risquez, là? Votre avocat ne vous a pas dit? Vous le payez pour ça aussi? Non, attendez. Maître, non, aucune menace, ni physique, ni psychologique à l'égard de votre client. Ah, le seul qui peut parler de menace ici, pour l'instant, c'est moi. Regardez un peu ce que j'ai trouvé ce matin sur le siège de ma voiture. Oui, une balle, oui, une balle, ouais.
C'est très vexant, hein, parce que une balle, c'est pour les juges débutants. Hein, donc, c'est très... On va la mettre avec les calibres 9, oui, il a l'œil. Hein. On la met avec les autres. Eh oui, j'ai fait collection. Allez, tout à fait. Ça ferait un très joli collier. Mais je suis sûr que vous vouliez dire un très joli chapelet. Emmenez-le. Emmenez-le. Ты уверен в этом парне? Скажи ему, пусть попросит лучше. Так, сегодня вечером. Если ты знаешь. Dile a su hijo de puta, que le voy a romper la cabeza. Cállate, para mí está muerto. أنا ما شفته. No se preocupe, vamos a llegar a بالتأكيد un إنه acuerdo. مرض. Él me dijo de invitarlos a su mansión. عشت خلفي. أنا Sí, بعرف una كثير semana, منيح el شو tiempo بصير que بالحارة. Sí, él me lo dijo. تلقني له باسمي تقولي له يكون جاهز نهار الخميس. Ты уверен в этом Les парне? messages, ils s'étaient perdus. On les a... Если ты ему доверяешь, то все в порядке. Isabelle, c'était chercheur. Salut chef. Salut François, tu viens dîner ce soir? Oh, tu rigoles, chez l'empoisonneur. Ouais, c'est ça. Mais ton ardoise d'abord. Bon, je sais pas ce soir. Allez, viens, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Bon, d'accord. Mais c'est arrivé avant le dessert cette fois. Allez, viens, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Bon, d'accord. Mais c'est arrivé avant le dessert cette fois. D'accord. Mais c'est arrivé avant le dessert cette fois. Étape numéro 1. Dans les couloirs du tribunal, tes collègues te saluent de loin. Numéro 2. Tes supérieurs te croisent, mais ils ne te voient plus. Leur regard te traverse. Pour eux, tu es devenu transparent, en fantôme. Numéro 3. Des rumeurs commencent à circuler sur ton compte. Tu serais victime d'obsessions relevant de la psychiatrie. Tu vois des hommes politiques corrompus et des mafieux partout. Pour la justice et pour la société, tu es devenu un juge qui ne tourne pas rond. Et si c'était vrai? Numéro 4, une campagne médiatique est lancée contre toi. Tu serais impliqué dans de troubles affaires de corruption. Le travail de sape est achevé. Tu es discrédité. Étape numéro 5, tu es prêt pour l'exécution. Un juge corrompu tué ne mérite pas de scandale. On l'oublie vite.
Monsieur le juge, laissez-moi tout d'abord vous exprimer mes condoléances les plus sincères, à titre personnel et bien sûr celles de l'État que nous représentons. Le meurtre de votre frère est une blessure ouverte à jamais, une douleur profonde dans votre cœur et aussi dans le cœur de la démocratie. Nous sommes toutes et tous effrayés par la violence, l'acharnement manifesté à l'égard d'une des personnes les plus dignes, les plus chères. Votre frère est, hélas, devenu l'un des nombreux martyrs innocentes dans cette lutte contre le mal. Une lutte qui doit à tout prix nous voir vainqueurs. Heureusement, nous pouvons compter sur un élément dont l'immense talent, l'honnêteté sans tache, les succès d'enquête illuminent une carrière exemplaire. Nous attendions votre venue, nous n'en sommes pas étonnés. L'escorte que depuis longtemps vous aviez demandé de rétablir pour les membres de votre famille n'a malencontreusement pu être opérationnelle dans les temps espérés, et ce, à cause de retards bureaucratiques imprévus dont vous connaissez malheureusement très bien l'existence. Le meurtre de votre frère résonne sans doute comme un avertissement contre vous. Une tentative de dissuasion extrême contre votre entêtement tout à fait louable à vouloir poursuivre certaines enquêtes. D'ailleurs, et que cela reste entre nous, en feuilletant vos dossiers, on m'a laissé entendre que votre enquête mènerait jusqu'au couloir, et je dis cela avec une pointe non négligeable de surprise, du ministère que j'ai l'immense honneur de diriger. Croyez-moi, si je n'étais pas sûr et certain de votre fidélité, de votre loyauté, de votre sensibilité, ma surprise aurait tôt fait de céder la place, ce qui serait plus regrettable que gênant, à une cruelle déception. Je vous rassure, j'ai illico et immédiaté attribué les soupçons dont il est question dans vos pages à des sources peu fiables, à des mauvais conseillers. Entre magistrats, nous le savons, une enquête est un champ de mine. Je me suis engagé afin que dès aujourd'hui, votre famille soit convenablement protégée et absolument hors de danger, soyez-en certains. Votre douleur, je vous l'ai dit, est notre douleur. Votre colère est notre colère. Je peux tout à fait comprendre le désarroi qui vous pousse en ce moment à douter de votre mission et du sens même de votre engagement au service d'une valeur fondatrice de notre pays, la démocratie. Mais croyez-moi, cette démocratie ne peut se passer de l'intégrité, de la compétence, de l'expérience d'hommes comme vous. Je me vois contraint de refuser votre démission. En revanche, je veux résumer l'admiration, l'estime, la reconnaissance que vous méritez à juste titre par un geste à la fois symbolique et très concret, une promotion. Je me suis impliqué personnellement au sein de l'UNFDAC, United Nations Fund for Drugs Abuse Control, et ils ont accepté ma proposition avec grand enthousiasme. Vous allez diriger un groupe international de magistrats experts dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Vous serez un atout précieux pour nos services et un exemple pour tous les autres magistrats. Je pense bien évidemment aux jeunes générations de juges qui décident en ce moment même peut-être d'entreprendre cette carrière, d'honorer cette noble voie. Votre nouveau lieu de travail sera le palais de justice de Bogota en Colombie. Un avion vous attend. Nos services vous donneront tous les détails pour cette nouvelle mission. Ne me remerciez pas. Ce fut un honneur et un plaisir de vous rendre service. Dans le grand couloir du ministère qui mène à la sortie, je défile entre deux enfilades de tableaux d'une immense beauté, un paysage bucolique, un bosquet, des nymphes souriantes, un ruisseau, de l'eau fraîche,
transparente. Quelle image paisible. Quelle sérénité. Plonger dans ce tableau. M'oublier sous ce ciel. Et juste au-dessus du ciel, mon œil est attiré par une petite fêlure dans le mur blanc. C'est très étonnant, dans un endroit si soigné. Je la suis du regard, la petite fêlure monte. Monte, elle continue, je n'en vois pas la fin. La question maintenant est, de quel côté est la mafia? De quel côté est l'État? Cinq ans. 5 years. J'ai passé là-bas 5 ans. 50 000 hommes armés jusqu'aux dents. Ah, plus fort que l'armée colombienne, plus fort. 3 cars. 3 voitures piégées par jour. Ah ouais, mais c'est ça Bogota, mon ami. À Bogota. Que les femmes, que les juges femmes, toutes côtoient bien, toutes incorruptibles. On ne peut pas dire la même chose des hommes. Hein. On ne peut pas dire la même chose. Eleanor, une déesse, une juge magnifique. Oh, Eleanor. À l'amour. Moi j'étais à la fenêtre. Oui, elle m'envoie des baisers comme ça. Ah chérie. Ah Miguelito, mi amor. À ce soir. Ah, elle était belle, sa robe dans le soleil qui voltige. Et puis elle monte dans sa voiture. Et BAM! Une explosion! Une explosion, les flammes jusqu'à moi! Et il n'y avait plus rien! Il n'y a plus rien! Rien! Qui es-tu? Hein? Qui es-tu? Tu es Athéna? Tu es Athéna, et alors descends, Athéna, mais oui, descends maintenant, tu descends, oui, et tu m'envoies un signe, Athéna, parce que j'ai besoin maintenant, je ne sais plus, Athéna, qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est injuste? Cette fois, ce matin, cette nuit, ça a gelé. D'une saison à l'autre, le rituel se renouvelle. Et moi, spectateur impuissant d'un phénomène qui semble inévitable, qui se répète identique à lui-même, comme l'aube, comme les saisons, un acte hors du temps. Oui, madame, s'il vous plaît, où est-ce que vous avez rangé le dossier de l'attentat? Oui, je l'ai vu, merci.
j'ai peur et j'avance. Plus je frôle le précipice, plus j'avance. Je parle, je marche, je conduis. Mes jambes tremblent. Mes pensées tremblent. J'avance malgré moi. Je suis peut-être taré. Il doit y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas très bien là-dedans parce que un organe bizarre. Il doit y avoir un métaboliseur, un convertisseur de trouille en courage. Je dois avoir beaucoup de courage parce que je suis mort de trouille. De toute ma génération, je suis le seul survivant. C'est peut-être ça la justice. Une obsession. Une maladie. Si c'est le cas, je crains que je ne me soignerai pas.